souvent, t'exploites la misère sexuelle. J'ai envie de dire non, je réponds à une misère affective. Ce qui est pas du tout pareil. Je trouve les plateformes de contenu exclusif beaucoup plus humaines dans ce qu'elles proposent et dans ce pourquoi les clients viennent que les sites de X par exemple. Fortumedia, c'est déjà un petit peu controversé, etc. Autant pousser un peu le bouchon encore plus loin. Je me suis dit, on va faire une formation sur le X. Il s'appelle Manoa Labranche, il a 22 ans. En fait, je suis désavantagé d'être un formateur honnête, c'est-à-dire que les gens viennent dans ma formation, ils ont des résultats, ils ont plus besoin de moi, du coup j'ai plus rien à leur vendre. Et là je me dis, mais attends, mais je crée autant de richesses et je n'en capte rien. Moi j'ai juste eu un raisonnement extrêmement logique, un petit peu opportuniste de j'ai trop d'avantages comparatifs pour laisser cette opportunité passer. C'est-à-dire que j'avais une audience d'agence, mon associé a une énorme audience de modèles, il a la plus grosse agence OnlyFans de France, on avait les ressources, on était là au bon moment. Je me suis dit, putain, mais là si on lance pas une plateforme, on rate peut-être l'opportunité qui fait de la life-changing money, tu vois. Les gens se rendent pas compte, mais là en fait ça fait 1 an et peut-être un quart de million investi quand même, tu vois. J'arrête pas de mettre des screens de mes paiements aux avocats, aux devs, parce que ça coûte une blinde de faire un truc comme ça. Je suis sûr que dans 3 ans, t'en auras plein qui me diront « Ah, t'as eu de la chance, t'as fait une plateforme et t'as revendu, quoi ». Petit conseil business, ne prenez rien pour acquis. Parce que c'est très bien les périodes où t'imprimes du cash, tu te sens invincible, t'es en mode bah, y a aucune raison que ça ne marche plus demain, mais des fois ça ne marche plus demain. Alors, c'est quoi la sauce magique, là, que tu vas suivre pour, du coup, tout exploser? Cette vidéo, elle est à but pédagogique, d'accord? On vient parler de branding. Okay, on regarde tous ces éléments-là sous une dimension de marque, de produits, de marketing pour l'analyser. Et tous les conseils qu'on donne dans cette vidéo-là, ils sont très pertinents à appliquer à peu près n'importe quel business, que ce soit de SaaS, de services, etc. Ok, nous sommes dans l'épisode 21 de Just Brand, un podcast où on parle branding et business principalement, et puis tout ce qui va être sujet qui va tourner autour de tout ça. Aujourd'hui, nous accueillons Monsieur Labranche, Manoa, qui aujourd'hui est un petit peu représenté comme, je dirais, le successeur de Mime, enfin qui monte en tout cas une plateforme qui a pour but de succéder ou de remplacer ou de concurrencer cette plateforme, ou OnlyFans. Alors Manoa, je vais te présenter un petit peu pour commencer cet épisode. Tes parents, ils sont profs et médecins. Je sais pas tout à fait, c'est ça. Encore. Tu as commencé à monter le business, on va dire, l'entrepreneuriat, quand tu étais jeune, avec un serveur Minecraft. C'est vrai. Et tu as commencé à te faire du bif en vendant des grades VIP sur ton serveur. Tout à fait, c'était en 2010, 2016, 2017. Et tu avais du coup 8 ans. 8 ans. Ouais. J'avais 14-15 ans dans ces eaux-là. Ouais, oui, très, très précoce. T'avais 3 ans. Très précoce. Donc, tu as commencé déjà le business, du coup, à 15 ans, je l'ai noté là. Pendant le Covid, à tes du coup, 17-18 ans, tu arrives à monter à 50K de revenus. Alors, 50K total, effectivement. Ouais. Pas 50K par mois, mais en fait, j'arrive à la fin de mon lycée, du coup, que j'ai pas fini parce qu'il y avait le Covid. Et en août, à la toute fin donc, de tout mon lycée, donc après mon bac où je suis censé commencer les études, au total, j'ai 50K sur mon compte Revolut à ce moment-là. Tout à fait. Et donc, en 2024, donc à 21 ans, tu commences, tu testes le dropshipping. À 21 ans? Ouais. Non, dropshipping, je l'ai commencé, je crois. T'as commencé plus tôt? J'ai commencé en première dropshipping. En fait, c'était ce qui m'a permis de découvrir, entre guillemets, la vente de sites web. Donc, c'était vraiment au tout début. Dropshipping, j'ai jamais été excellent. C'est vraiment le truc qui m'a introduit au reste, quoi. C'était le premier business, entre guillemets, sérieux. Ok. Et donc, après, tu fais les sites web. Ouais. Où là, tu fais 2-3K par mois. C'est ça. Et tu enchaînes sur le business d'achat-revente sur le Bon Coin. C'était à peu près en même temps. C'était, en fait, j'essayais plein de trucs. J'étais vraiment dans cette période de débrouillardise. Donc, je me disais, OK, les sites web, OK, l'achat-revente. Donc, je me démerdais un peu. C'était vraiment en mode, qu'est-ce qui peut marcher pour moi, quoi. C'est ça. Donc, tu fais plein de business. Et puis, arrive 2021. Et là, du coup, tu deviens indépendant financièrement. Ouais. Grâce à l'infoproduit, majoritairement. Donc, avec Fortumedia. Tout à fait.
où tu étais toujours anonyme. Oui, à ce moment-là, tout à fait. Donc c'est quand même stylé d'être anonyme et d'être indépendant. Bah, j'ai fait le premier million carrément sans montrer Ouais, mon c'est ça. visage au total. Donc, ouais, où ça a vraiment très bien marché, c'était 2020, donc fin lycée, et 2021, où ça a explosé. Ça s'est vraiment stabilisé sur des sommes à 5 chiffres tous les mois de profits récurrents, etc. 2020, c'était plus en dents de scie. Et donc en 2022, tu fais de la formation et tu rentres dans le marché de l'OFM. Donc ça commence à faire un petit peu de temps là que tu es dedans. Ça fait 2 ans là. C'est bien. Enfin, mon anniversaire d'OFM est passé depuis peu. Tout à fait, ouais. Donc à côté, tu as d'autres produits que tu achètes, que tu revends. Bref, tu es un businessman qui a un peu d'argent, donc qui l'utilise, quoi. Voilà la présentation de Monsieur Labranche. Est-ce que c'était pas mal? Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Ouais, globalement. À part le dropshipping, où vraiment, pour moi, dans mon parcours, entre guillemets, ça a été Ouais, vraiment je me suis trompé. anecdotique. Bon, c'est Ouais. pas grave, c'est juste, je veux pas me vendre en tant que dropshipper successful, c'est pas vrai. Ta test. J'ai testé, j'ai fait un peu d'argent avec et j'ai fait, ouais, putain, le commerce, c'est vachement bien. De créer un produit, de le vendre, enfin, d'avoir un produit, pouvoir le vendre plusieurs fois, je trouvais ça sympa. Mais ça a été l'introduction au reste, quoi. J'ai pas fait beaucoup d'argent avec le drop. Mais sinon, tout était correct. Et donc aujourd'hui, tu as ta marque personnelle, Mano Labranche, tu as Fortu Media, et tu as tout récemment Reveal, C'est ça. qui est du coup la plateforme qui va concurrencer OnlyFans, en tout cas qui est bien parti. OnlyFans, faut être ambitieux. Mime. Parce qu'ils sont très très bons, très très implantés, etc. Mais Mime, oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Donc c'est ça. Est-ce qu'il y a des choses actuellement là que j'ai oubliées? C'est bien ça. Non, globalement, c'est bien résumé. Bah, après, je fais d'autres choses, mais c'est plus dans l'ombre et c'est moins important. Mais t'as dit l'essentiel et l'important. Donc ça, c'est très bien. Donc on est là pour parler un petit peu de brand. C'est très intéressant. On va du coup parler j'aimerais bien qu'on évoque un petit peu tous ces sujets et surtout, parlons un petit peu de la marque de OnlyFans. C'est très controversé et c'est touchy. Maintenant, comment est-ce qu'on arrive à jouer avec la brand du sexe, tu vois, du monde du charme, pour réussir à faire de l'argent ou à être épanoui ou développer quelque chose, tu vois, comme tu as réussi à le faire? Bah, ça dépend de ta situation, au sens où moi, étant un nouvel acteur, entre guillemets, sur le marché, même si ça fait 2 ans, c'est relativement récent comparé à tous les autres mastodontes qui sont là depuis, en gros, 10 ans et qui ont une avance phénoménale sur nous, en termes d'awareness, d'implantation, etc. Là où un OnlyFans, un Mime va avoir un intérêt principal qui va être de se mainstreamiser, entre guillemets, de devenir broad, d'investir dans son image, au sens où, non, on n'est pas une entreprise de X, oh là là, on sponsorise plein d'événements, regardez, on est gentil. Je reprends toujours cet exemple qui me fait rire, c'est Mime qui est en mode, on aide Josiane à vendre des cours de cuisine, tu vois. Et en fait, pourquoi ils font ça? Même si ça leur rapporte moins de cash à l'instant T, de feindre un petit peu cette non-affiliation au X, parce que eux, ils sont dans un autre game que nous. Moi, j'ai beaucoup d'intérêt à jouer sur l'aspect controversé, où on se revendique du X, on assume, parce qu'on est un nouvel acteur. Et donc, on a envie de percer. On peut se permettre aussi d'être beaucoup plus agressif. Et c'est notre intérêt immédiat et moyen, voire long terme. Eux, puisqu'ils sont dans le game des levées de fonds, des actions, du paraître, bah oui, ils ont beaucoup plus intérêt, parce qu'ils parlent à des fonds d'investissement, d'être blanc comme neige et de pas jouer sur l'aspect X. Donc ça dépend d'où t'es. Si t'as OnlyFans, tu dois pas du tout réfléchir comme moi et inversement. Ok, intéressant. Moi, ce que j'ai compris à travers le spectre qui se passe sur les réseaux, parce que tu communiques beaucoup, donc difficile, entre guillemets, de maîtriser son image quand tu communiques autant. Et moi, ce que j'avais vu, c'était que tu avais créé une machine à gaz, dans le sens où tu avais une formation pour monter son agence, tu avais une formation pour devenir modèle, et donc du coup, les deux ils se formaient et ils s'auto-géraient, et il te manquait plus que la plateforme, en fait. Ouais, Donc tu as créé un écosystème qui s'auto-suffit. Bah ouais, parce que dans un premier temps, du coup, j'ai fait de l'affiliation. Je me suis dit, bon, on touche 10% des revenus de la modèle. Bon, génial, mais est-ce qu'on pourrait pas toucher plus? Bon. Du coup, j'ai découvert le management dans les années 2022.
J'ai fait waouh, on peut prendre jusqu'à 50%, là ça devient intéressant. Puis après j'ai fait bah mais j'ai quand même une belle audience, tu vois, c'est con de la laisser sur le carreau. Surtout que c'est un business, l'OFM, où ça requiert beaucoup d'humains. Tu peux pas avoir 200 modèles dans ton agence, c'est pas possible. C'est pour ça que les gens ils me disent mais pourquoi si ça marche autant t'en fais une formation? Mais parce que connard, amuse-toi à gérer 250 modèles, tu vois. C'est impossible. Même si tu formes une équipe, c'est impossible. C'est impossible. Du coup, je me suis dit, bah, je vais me concentrer sur une dizaine de modèles. Et les autres, je peux pas les gérer. J'ai pas le temps humainement, c'est impossible. Donc, je vais former des gars qui vont me payer pour que je leur enseigne ce que je sais, ce que je fais, pour qu'ils managent les modèles que je pourrais jamais avoir le temps ni l'énergie de manager. Donc, je crée la formation pour apprendre à créer son agence de management. Donc, très bien, bah, ça cartonne parce qu'il y a Fortu Media qui push. Donc, forcément, on a une grosse audience. Donc, ça cartonne. Et là, je me dis, mais merde, en fait, parce que même si je leur apprends tout ce que je sais, si c'est pas du copier-coller, t'as plein de gens qui n'y arrivent pas. Même si toi, tu donnes tout, tu fais la meilleure formation possible, les gens, il y a un côté singe en eux, et ils sont en mode, ah oui, mais il est où le bouton magique pour gagner de l'argent? Tu lui dis, non, mais c'est un peu plus compliqué que ça, tu vois. Ils font, non, mais bouton magique. Formation, de toute façon. Bon. Je me dis, bah, comment est-ce qu'on crée le bouton magique? Je me dis, bah, là, j'ai pas mal de modèles qui me suivent aussi, forcément, parce que je suis le seul à parler j'étais le seul mec à parler d'OnlyFans à ce moment-là, qui m'écrivait en mode manage-moi. Je me dis, bah, je les mets en relation, je prends de l'affiliation ou de l'apport d'affaires, comme ça, bah, je gagne encore plus, mes élèves ont une modèle, c'est parfait. Sauf qu'à mesure que la formation explosait, le nombre de DM que je recevais ne suffisait pas à mettre en relation les modèles avec les agences. J'avais pas assez de modèles, quoi. Même si j'en avais beaucoup, j'en avais pas assez comparé au nombre de clients. Et du coup, je me suis associé à une modèle qui, à l'époque, avait la seule formation en France qui apprenait aux femmes à devenir modèle. Et du coup, bah là, on avait effectivement un système qui s'entre-nourrissait, une sorte de cercle vertueux où on formait des agences, qui avaient des modèles, qui avaient des agences, et ainsi de suite. Et là, je me suis retrouvé face à un dilemme un peu moral qui était que bah, je vendais une formation, les gens la suivaient, on les mettait en relation avec une modèle, ils avaient des résultats, ils étaient contents, et puis bye bye. Bah oui, parce qu'ils n'ont plus besoin de toi. Ouais. Et là, je me dis, mais là, attends, en fait, je suis désavantagé d'être un formateur honnête, c'est-à-dire que les gens viennent dans ma formation, ils ont des résultats, bah, ils n'ont plus besoin de moi, du coup, j'ai plus rien à leur vendre, bah bisous. Voilà. Et là, je me dis, mais attends, mais je crée autant de richesse et je n'en capte rien. Et je me suis dit, comment continuer à capter de la richesse sur ce flux créé, cette mine d'or que je crée de par la relation, la formation, la mise en relation. Et en fait, le seul moyen possible, long terme, intéressant, qui pouvait se valoriser, c'était un SaaS, donc une plateforme comme Mime OnlyFans, quoi. Et en plus, à côté, j'avais les agences qui me disaient « Ah, Mime, c'est pas bien foutu pour ça. Ah, OnlyFans, c'est dommage qu'il n'y ait pas ça. » Et je te demande « Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? Je suis pas chez eux, je suis pas actionnaire, j'y peux rien, tu vois. » Et du coup, c'est pour ça qu'on a créé Demoiselle, qui récemment est devenue Reveal. Ok. Et j'ai vu que Reveal avait quand même un positionnement sur les créateurs de contenu en règle générale. Ouais. Donc un peu le même positionnement que Mime, ouais. Au final. Pourquoi ce positionnement et pourquoi pas rester juste sur le contenu, le positionnement du X? Parce que tu fais un contenu... déjà, il y a tout un jeu qui se passe à l'abri des regards indiscrets qui va consister en tes relations avec tes banques, tes relations avec tes processeurs de paiement, etc., tes potentiels levées de fonds. Et ça, en fait, c'est un game très B2B qui se passe loin du regard non averti du grand public et où en fait, oui, ta landing page, tu vas la rendre la plus douce possible parce que les investisseurs ou des repreneurs potentiels rachèteront moins facilement une plateforme de X qu'une plateforme de fans, de contenu exclusif. Donc en fait, parfois, c'est un peu ce qu'on essaye, entre guillemets, de prévenir, d'anticiper. C'est de dire, OK, bah, en fait, on construit la plateforme de manière à ce qu'elle puisse se valoriser sur le long terme. Donc par exemple, oui, notre landing, elle est très soft. Mais est-ce que c'est un problème ? Pas vraiment, parce qu'en fait, la landing, c'est une devanture de magasin. On la fait aussi propre que possible. Et ce qui va vraiment attirer les fans, c'est le marketing des modèles, qui lui va être évidemment plus trash, plus tendancieux. Et dans tous les cas, nous, on va les former, ces modèles, on forme les agences, etc. Donc on peut tout à fait se permettre d'avoir une devanture propre pour attirer des investisseurs, pour avoir une belle image publique, etc. Et derrière, avoir des procédés marketing, des méthodes plus agressives. Donc plus proches du monde du X classique. Ok, intéressant. Alors, on va pas rentrer dans les débats de moralité. À ton audience, elle n'est pas fan ? C'est pas la question. En fait,
Je m'en fiche dans le sens où, écoute, les gens qui ne sont pas intéressés ne regarderont pas. Ceux qui le sont seront là. Moi, je préfère regarder la chose d'un point de vue marketing, d'un point de vue business et d'un point de vue branding. D'accord ? Qu'est-ce que tu as appris, tu vois, en créant cette plateforme et surtout, de quoi tu t'es inspiré ? Parce que le monde du X, c'est pas du tout la même chose que le monde du business, par exemple, en ligne. Parce qu'on a beau dire, tu montes des seins et c'est bon. Est-ce que ça va, c'est ça, tu vois, ou est-ce que ça va un peu plus loin, de créer une marque là-dedans ? Du coup, il y a deux questions en une là, mais de quoi je me suis inspiré pour créer plutôt la brand ou plutôt le business de manière générale ? Comme tu le sens, vas-y, réponds un peu comme tu... Je pense que la brand, c'est très spécifique et c'est plus intéressant dans la globalité de parler du business de manière générale. Donc, moi, je suis pas forcément d'accord. Je pense que l'industrie du X, oui, c'est une industrie très spécifique qui a ses avantages, ses inconvénients, mais ça reste du business, quoi. C'est-à-dire que tu dis ce que tu veux, tu as un produit, tu as un service, faut qu'il soit bon. Et nous, on est dans un game B2B2C. C'est-à-dire qu'en fait, oui, nos clients, ce sont les utilisateurs finaux qui vont payer pour du contenu et on doit les satisfaire, créer une belle plateforme, sécurisée, facturation discrète, etc. Il y a plein de choses auxquelles on ne pense pas. Mais par exemple, le mec, quand il paye, il ne veut pas avoir reveal sur son relevé bancaire. Tu vois ? Donc, on doit penser aux clients finaux, mais on doit aussi, surtout et avant tout, penser au B2B, c'est-à-dire les agences, les modèles, et créer une plateforme qui soit optimisée pour eux, pour les faire venir chez nous, parce que c'est la fameuse question, mais attends, il y a déjà Mime, il y a déjà OnlyFans, il y a déjà Fansly, Fanvu, pourquoi ils viendraient chez toi ? T'es le dernier de la liste qui arrive, t'es celui qui a le moins d'awareness, pourquoi ils viendraient chez toi ? Et du coup, c'est là où, et c'est aussi là que je trouve que c'est intéressant, c'est que vu qu'on est dans le X, qui est une industrie très spécifique, et dans le SaaS, le SaaS, c'est quand même le seul business où le cœur de ce dernier, c'est vraiment le produit. Par exemple, moi, je viens du monde des formations, et quoi qu'on en dise, même si moi, j'ai fait une bonne formation, la plupart des formateurs, le produit, c'est le cadet de leurs soucis, tu vois. C'est-à-dire que tu peux tout à fait avoir un business qui crache énormément de cash, même si ton produit est extrêmement mauvais en infoproduit. Oui, parce que Lambo, Rolex, etc. Voilà. Avec un SaaS, tu tiens 3 mois si tu as un mauvais produit. Et s'il y a un bug, les gens sont extrêmement cruels. Tu donnes ton âme dans le produit, il y a un bug, ils font c'est de la merde ton logiciel, et ils partent. Donc tu dois vraiment bosser le produit. Et du coup, moi, j'ai juste eu un raisonnement extrêmement logique, un petit peu opportuniste de j'ai trop d'avantages comparatifs pour laisser cette opportunité passer. C'est-à-dire que j'avais une audience d'agence, mon associé a une énorme audience de modèles, il a la plus grosse agence OnlyFans de France, on avait les ressources, on était là au bon moment. Je me suis dit, putain, mais là, si on lance pas une plateforme, on rate peut-être l'opportunité qui fait de la life-changing money, tu vois. Pour moi, Reveal, c'est le projet qui va changer ma vie financièrement. Même si je suis déjà très bien, évidemment, tu vois. Mais là, c'est des sommes qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai fait par le passé. Ouais. Comme moi qui mets les pieds dans le sas, je suis d'accord avec toi. C'est indécent. C'est fou. En termes de valo, ça va tellement vite que... Je suis d'accord avec toi. Et j'ai perdu ma question. Zut. C'est pas grave, ça arrive. Hein. Ouais, attends, faut que je la retrouve. Dans le SaaS. Oui, en fait, votre avantage concurrentiel, là, c'est que vous montez une application qui va être faite pour les agences. Parce qu'en fait, Mime et OnlyFans, c'est pas fait pour les agences, c'est fait pour les modèles seuls. Ouais. Tu vois. En fait, il y a ça, mais encore une fois, et c'est ce que m'avait très justement dit un de mes amis qui s'appelle Baptiste, qui n'est pas du tout dans cette industrie-là, mais qui a un regard très pragmatique et tu lui présentes ton idée, il va te la démonter. Mais pour ton bien, tu vois, de manière bienveillante. Et moi, j'étais venu avec mon projet, je t'ai dit, OK, démonte-moi l'idée. Il m'avait dit, non, mais moi, je vois aucun accro. Par contre, il y a un truc dont tu dois te méfier, c'est qu'en fait, si tu bases toute ta différentialité, ta différence, pourquoi je dis différentialité, ta différence, ton truc qui te stand out sur une feature, non. C'est extrêmement risqué parce que si on avait misé tout sur une feature, Mime, ils arrivent, ils voient le petit concurrent qui a un truc bien, ils font, on copie, c'est terminé, c'est ciao. Ouais, donc en fait, il fallait avoir plus que ça. Et c'est ce qu'on a fait. On a créé plein de trucs innovants qu'on partage, notamment le boudoir, par exemple, qui permet à des modèles de productiser tout ce qu'elles vendaient via PayPal auparavant. Donc, je sais pas, une petite culotte sale, une session de cam avec elles, l'eau de leur bain, etc. Tu vois. Et du coup, depuis leur espace Reveal, elles peuvent directement, dans leur boudoir, créer ce petit produit. Et c'est comme si elles créaient un lien de paiement Stripe, tu vois.
Et c'était, en fait, on a essayé de capter la part de marché de vente à culottes, etc. Des trucs qu'elle faisait sur Shopify pour certaines ou via PayPal. On leur a dit, mais arrêtez de vous prendre la tête, c'est ghetto, quoi. Juste faites-le sur votre espace et réunissez tout au même endroit. En plus, on facture moins de commissions que tous les autres. Venez chez nous, quoi. Donc voilà, j'ai oublié ta question. C'était très... Ah oui, c'était sur la features, etc. Ouais. Ben voilà, on a évidemment déployé des features nouvelles, mais ils pourraient très bien nous copier. La vérité, c'est qu'en fait, ce qui donne toute sa valeur et sa valeur potentielle future à Reveal, c'est, encore une fois en toute modestie, c'est moi et mon associé. C'est-à-dire que Reveal, si par exemple toi tu le crées, demain, si tu copies la plateforme, ben en fait ça n'a aucune valeur parce que ce qui donne la valeur à Reveal maintenant, oui c'est la tech, oui évidemment, c'est le fait que ce soit processisé, bancarisé, d'accord, mais c'est surtout que ce soit push par Fortumedia le réseau, ouais. et par le réseau de mon associé. Mais c'est ça qui fait toute la valorisation du truc, tout le potentiel. Ouais. Et donc voilà, on avait ça, et puis on s'est dit, bah, là, on a un avantage concurrentiel que les autres plateformes n'ont pas, c'est la proximité avec ce monde-là, du B2B, et bah, d'où les interviews, etc. Ouais. Alors attention, ça c'est un bon moteur pour démarrer, mais tu l'as dit toi-même, si ton produit il est nul, ça va pas marcher, tu vois. Ah bah, évidemment. Et il va être catégorisé. Et pour en revenir aussi à ça, aux features, tu peux aussi la voir sous un angle branding. Attention, moi je ne vois que par ça. Tu peux arriver sur un marché et proposer une feature qui n'existe pas chez tes concurrents. Mais vu que c'est toi qui vas proposer cette feature et que tu vas la maximiser, on va dire, sur ton produit, et que tu vas mettre un paquet de brand, d'assets de brand dessus pour la rendre connue et te dire, ok, nous, on est là et on est les meilleurs parce qu'on a ces features-là. Tu vois, et en fait, à la fin, peut-être que tes concurrents, ils vont te copier, mais si tu as bien travaillé ta brand sur ces features-là, tu vois, qui vient casser, qui vient mettre une petite balayette à tes concurrents, tu vois, et ben en fait, les gens vont rester chez toi, pardon, parce que c'est toi qui es à l'origine de ces features, si tu les fais bien. Ça, à mon sens, en tout cas, peut-être dans d'autres industries, c'est vrai. À mon sens, dans l'industrie du X, c'est pas forcément vrai parce que c'est une industrie qui est très... à défaut d'être monopolistique, très oligarchique. Là, tu te rends compte qu'en fait, dans tous les sites de X, c'est détenu par 15 groupes, tu vois. Et en fait, ils ont une force de frappe que t'as pas. Ils ont des équipes que t'as pas. Ils ont un budget que t'as pas. Ils ont des connexions que t'as pas. Et tu te bats vraiment contre... c'est David contre Goliath. Et par exemple, si tu bases tout sur une feature, même si tu la maximises, même si tu la rends folle, même si tu fais vraiment savoir au monde que c'est toi qui l'as créée, dans cette industrie, tout le monde s'en fout. Et en fait, ton concurrent qui est en position de quasi-monopole va la copier et la redéployer avec 100 fois plus de force de frappe que toi. Et tout le monde s'en foutra, parce que c'est vraiment une industrie axée argent, on s'en fout, tu vois. Personne n'aime OnlyFans véritablement, personne n'aime encore moins Mime véritablement. C'est des moyens et c'est vraiment un côté utilitariste. Dans cette industrie, il n'y a pas vraiment d'amour, entre guillemets, pour les plateformes qu'on utilise, etc. Donc en fait, c'est pour ça que c'est une industrie qui est très difficile. C'est que nous, même si on dit « Ouais, cette feature, c'est la nôtre, qu'on la brand, qu'on la bosse, etc. » Si tu as Mime, OnlyFans, Fansly, Fanvu, qui la développe et qui la déploie, avec 50 fois plus de budget, etc. que nous, on est mort. Ouais, alors je te dis pas de tout miser dessus. Non, mais c'était pour faire écho à ce que tu disais. Mais je comprends. Mais je pense que ça reste intéressant et c'est sous-estimé. Non, mais bien sûr, c'est ce qu'on essaie de faire avec le boudoir, par exemple, dans ce petit espace. Pour moi, c'est toujours intéressant, mais c'est pas là que le cœur de la bataille se joue, à mon sens. En tout cas, pas dans cette industrie-là. Ouais, je la connais pas assez. Non, mais c'est pour ça que je disais, peut-être dans d'autres industries, c'est possible parce que c'est beaucoup plus réparti et concurrentiel, au sens où il y a plus de concurrents nombreux et différents. Nous, on a vraiment des concurrents qui sont très forts, extrêmement implantés, énormément de budget et qui ont une avance de fou, tu vois. Donc, c'est très dur de se combattre contre ces mastodontes-là, quoi. Après, je pense que vous avez quand même une carte à jouer sur le personal brand. Ah bah, à mort. Bah, moi, c'est fou ça. C'est qu'ils n'ont pas de personal branding. Et justement, et c'est là où ça peut être intéressant, du coup, de l'utiliser comme argument de vente, dans le sens où il y a des gens qui préféreront peut-être utiliser Reveal plutôt que Mime parce que c'est toi. Bien sûr. Tu vois, donc faut pas l'oublier non plus. Ah oui, mais tu vois, là, c'est pas une feature déjà. Une feature, c'est remplaçable, c'est copiable. Non, c'est un élément de branding. Ouais, bah voilà. Là, je te rejoins.
là, je te rejoins à fond. Je te rejoins beaucoup plus que sur la feature, ce qui est effectivement copiable et déployable avec une force puissance 25. Là, effectivement, personal brand, c'est le seul truc que tu peux pas vraiment copier. Ou alors ça se sentira, etc. Tu vois. Et donc, effectivement, ça, c'est un truc sur lequel un des trucs sur lesquels on mise beaucoup. Ouais. Et dans lequel on investit beaucoup avec la chaîne YouTube, les Reels, les contacts que ça nous fait, les événements qu'on organise, etc. Ouais. C'est... Il y a une différence avec... parce que tu as quand même fait pas mal de business. Tu as une différence... bon, il y en a, j'imagine. Et c'est quoi les différences qu'il y a un peu entre ces milieux-là quand tu regardes juste d'un point de vue business, d'un point de vue brand? Alors, entre quel business? Ta partie un business qu'on pourrait dire normal, en gros qui n'est pas dans l'industrie du X, et ton business qui est plus dans ce monde-là. Donc, industrie classique versus industrie du X. Je dirais le côté légal. C'est très con, ça fait pas bander, hein, ça c'est sûr. Mais c'est une des barrières à l'entrée qui nous emmerde à l'instant T autant qu'elle va nous protéger dans un an. C'est-à-dire que c'est très dur de venir à cette industrie. Tout le monde est en mode « Ah, c'est l'Eldorado, le monde du charme. » Ouais, mais en fait, c'est l'Eldorado si tu galères un peu, que tu fais quelques cas, c'est tranquille, ouais, tu fais un contrat avec une modèle, tu prends tes sous, c'est très bien. Il faut commencer comme ça, c'est génial. Mais quand tu veux créer une sorte d'empire ou de logiciel, de plateforme, même de site dans cette industrie-là, légalement, c'est un enfer. Pour encaisser des paiements, amuse-toi. Essaye de connecter Stripe. On voit combien de jours ça tient, combien d'heures ça tient. Pour encaisser des paiements, t'as les 3/4 des banques qui te bannent en quelques mois. Pour vérifier l'identité. Par exemple, OnlyFans avait eu un scandale par rapport à ça, parce qu'ils avaient laissé une mineure de 16 ans s'inscrire. Mais quel monstre! Alors, ce que les articles avaient oublié de préciser, c'est qu'en fait, elle s'était bien inscrite avec le processus de KYC ultra sécurisé d'OnlyFans, sauf qu'en fait, elle avait pris la carte d'identité de sa sœur qui lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau, qui avait 2 ans de plus qu'elle, et donc qui était majeure. Et en fait, tu peux avoir des emmerdes énormes, et c'est ça, plus que tout le reste, qui peuvent faire couler ton business dans cette industrie. C'est les flux de trésorerie, parce que tu redistribues plus de 80% de ce que tu encaisses, aux créateurs, aux créatrices, aux agences. C'est le côté légal de KYC. KYC, c'est Know Your Customer. C'est les process de vérification d'identité. C'est ce genre de truc qui peut faire couler ton business. Et donc, en fait, c'est beaucoup plus dur. Moi, quand les gens, je les vois, ils mettent Stripe, ils encaissent des paiements, je suis en mode, waouh, tu joues au jeu en mode facile, tu vois. La chance. En fait, c'est le jeu en mode hardcore, c'est l'industrie VX. Ok. C'est-à-dire qu'en termes de récompense potentielle, c'est x10. Mais en termes de risque, difficulté et les boss finaux du jeu, c'est puissance 10 aussi. J'avais entendu, j'ai rencontré des gens qui passaient là-dedans. À un moment, il y a eu une petite vague où il y a une loi qui est passée aux US, ou je sais plus où, ouais, aux US, qui disait qu'il n'y avait plus le droit maintenant, qu'il n'y avait plus le droit sur les titres des vidéos X de mettre un truc où c'était... La famille? Non, pas famille, genre viol ou agression, tu vois. Ok. Ou un peu de violence, tu vois. En gros, il fallait pas qu'il y ait de sous-entendu. Ouais. Et famille aussi, un peu, je crois. Oui, Step, le fameux Step. Non. Voilà. Et du coup, il y avait des mecs qui avaient des centaines de milliers de vidéos sauter parce que il n'avait pas le temps de tout modifier, les titres. Ouais. Tu te rends compte? Donc, plein d'argent parti en fumée comme ça. Même les processeurs de paiement nous qualifient comme high risk, mais high risk, high reward aussi. C'est-à-dire qu'en fait, oui, il y a des risques de fou. Entre guillemets, légaux, administratifs, des vrais emmerdes du quotidien. Moi, c'est le truc qui me prend limite le plus de temps et de neurones, quoi. C'est les trucs administratifs, légaux, KYC, processing, etc. Mais c'est autant des barrières que des murailles une fois que tu les as franchies. C'est-à-dire qu'une fois que tu es dans cette industrie, mais moi, je dis aux gens qui me regardent, ils sont en mode « Ah ouais, t'as eu trop l'idée du siècle de faire une plateforme. » Je suis en mode, mais vous n'avez pas idée de l'enfer que c'est. C'est pas drôle du tout de créer une plateforme. C'est pas une bonne idée. C'est pas du tout drôle de créer une plateforme, surtout parce qu'on se lance, je dis un peu tard, pas du tout trop tard, mais après que les géants se sont installés. Et donc, ouais, on arrive vraiment dans un nouveau serveur, sans stuff, avec des mecs qui sont Max et Diam, c'est Enchant, tu vois. C'est que on a toutes les chances du monde de se faire défoncer. C'est high risk à la mort. Ouais. Mais la reward potentielle est énorme. Ok. Alors, c'est quoi la sauce magique, là, que tu vas suivre pour, du coup, tout exploser, là?
Bon, d'ici à ce que ça sorte, ce sera plus un secret, mais on va prendre le créneau au FMIA à mort. Ok. Parce que c'est vraiment une machine à fric énorme. Et pareil, on retourne dans la boucle, c'est-à-dire que là, par exemple, j'ai lancé un challenge où je forme les mecs de Fortune Media à faire de l'OFMIA, et puis après, je les amène sur Reveal, tu vois. Et je les laisse faire joujou sur FanVue, et une fois qu'ils sont formés, qu'ils ont montré qu'ils étaient capables de faire de la thune, on les fait basculer en mode, bon, maintenant que tu sais faire, viens vraiment faire de la thune chez nous. Et du coup, encore une fois, on est sur un système qui s'auto-nourrit. Après, les modèles font la promotion de la plateforme, etc. Mais là, on a plusieurs stratégies. On a le FMIA d'un côté, on a le contenu organique Reveal de l'autre, et amener les agences via le réseau de mon associé et le mien. Et en fait, ces 3 pôles, entre guillemets, c'est ce qui va générer, je pense, 80% de la croissance. Ok. Mais c'est un game très long, très chiant. Hein. Ouais, c'est la même chose. Tu fais la même chose, tu recrutes, tu fais du contenu. Mais c'est intéressant de voir que des fois, on a peut-être dépensé 15K en dev sur 2-3 petits trucs en se disant « Ah, ça va tout changer ». Et après, on met 2K dans une pauvre features. Et en fait, on voit que cette pauvre features engendre peut-être 4 fois plus de CA que l'autre. Ouais. C'est comme le placement du bouton pourboire. Oui. Tu vois, l'UX, on se rend pas compte, mais c'est comme les gens, ils ouvrent Instagram, ils font « Ah ouais, c'est bien fait ». Mais tu te rends pas compte le nombre d'itérations qu'il y a eu pour arriver à un produit qui a l'air si simple. C'est Jobs, je crois, qui disait que la simplicité, c'est la complexité ultime, tu vois. Un truc dans le genre. Non, la perfection, c'est quand t'as plus rien à enlever. Ouais, c'était une phrase de ce style, mais oui, c'est ça, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, ça leur paraît intuitif, simple et normal, mais c'est du travail colossal pour en arriver là. Et nous, on a vu que juste en changeant la place d'un bouton, c'est tout con, mais les gens cliquent 3 fois plus dessus. Donc on a 3 fois plus de CA à peu près, tu vois. C'est difficile à calculer, mais... petite anecdote, Facebook, personne n'a la même interface. Parce qu'elle évolue avec toi en fonction de sur quoi est-ce que tu appuies le plus. Ah ouais? Ouais. Si tu regardes le Facebook de ta mère, tu verras qu'il n'est pas pareil. Déjà, il est plus gros en général, parce qu'en fonction de l'âge, il grossit. Ah, intéressant. Tu vois moins bien. Intéressant. Les icônes, elles sont pas au même endroit. Tu vois, il y en a qui sont à fond dans les groupes. Du coup, le bouton groupe, il va être beaucoup plus facilement disponible. T'imagines le taf que c'est? Mais oui. Et ils sont en train de faire pareil sur Insta. Si vous regardez, vous comparez avec Insta. Les messages, ils changent tout le temps. Ils changent, les notifications. Et en fait, ils font de l'A/B test en permanence. Mais c'est des malades. Donc, ils ont sorti une nouvelle mise à jour de WhatsApp ordinateur aussi. Ouais, je sais, ça m'a cassé les couilles, rien qui marchait. Et ouais, ça a bugué pendant quelques heures ou quelques jours, et puis là, maintenant, ils commencent à stabiliser le truc, mais c'est bien meilleur. C'est bien meilleur. Mais ouais, c'est l'UX, merci. Merci d'en parler. Mais personne n'en parle, en fait, les gens, ils se rendent pas compte. Même juste là, sur la landing page, nous, on avait un truc dégueulasse, ça convertissait pas. Je disais, mais c'est quoi? C'est parce qu'en fait, personne connaît Reveal, machin. On disait ça, on dit, il n'y a pas de solution. Non, c'est parce que c'est pas beau. Et en fait, juste, c'est dégueulasse. Ouais. Et du coup, on a pris les meilleures plateformes qui avaient le meilleur taux de conversion. On a fait, ça, on copie, ça, on prend. Et c'est pareil, grosse leçon d'humilité. On a juste pris le meilleur de chaque plateforme en enlevant le pire. On n'a pas cherché midi à 14h, tu vois. On a dit, le système d'affiliation de Mime, il est vachement bien. Oh, l'UX d'OnlyFans, c'est pas mal, ça, on prend. Oh, FanVue, c'est pas mal votre truc. Tu vois, on pioche, on picore, et puis on essaie de faire un truc mieux, quoi. Mais alors, tu sais que c'est ça le branding. Hein. Et puis, comme disait. Alors, c'est Picasso qui disait que les meilleurs artistes copient. Non, ça, c'est les bons artistes copient, les meilleurs volent. Ouais, c'est ça. Alors, c'est très vrai. Hein. Et le branding, ce n'est que ça. C'est tu t'inspires des associations que sont comment sont perçus tes concurrents, comment toi tu vas être perçu, et tu vas prendre les éléments qui associent en fait leur brand à leur statut, et puis tu vas créer des variations pour pouvoir toi à nouveau et arriver là, parce que regarde, tu veux te positionner en mode un peu haut de gamme, enfin pas haut de gamme mais un peu classe, tu vois. Surtout ce que tu as essayé de faire avec Demoiselle avec le talent et tout machin. Forcément, si tu mets un gros rouge flashy agressif, tu vois, non, t'es pas dedans, tu vois. C'est très délicat, ça. Il faut de la subtilité parce que c'est du haut de gamme. Donc, tu vois, Tinder, c'est pas haut de gamme. Le Tinder, il est pas haut de gamme, il est populaire. C'est une flamme, c'est la flamme de la relation. C'est populaire, ça parle au petit peuple, entre guillemets, à tout le monde. Mais c'est très compliqué. Par exemple, avec Reveal, c'est déjà plus populaire, entre guillemets, plus grand public que Demoiselle. Par exemple, le logo, c'est des yeux, c'est les petits yeux malicieux sur le côté d'Apple. C'est très inspiré de ça. Et en fait, on doit faire un branding
qui va fondamentalement et intrinsèquement être le même, mais qui doit parler différemment aux agences et aux modèles d'un côté et des utilisateurs finaux de l'autre. Par exemple, Reveal, nous, on s'est dit, c'est mieux de faire un truc qui semble accessible, les yeux sur le côté malicieux, Reveal, révélé, tout le monde comprend, parce que c'est l'utilisateur final qui va choisir. Et on préfère perdre un peu en classe premium, mais gagner en accessibilité parce que c'est ce qui va faire le plus de CA. Et au final, c'est ce que les agences et les modèles veulent. Donc, c'est plein de calculs à faire. En fait, on se rend pas compte, mais juste une couleur. Le moins de golemons dans la rue, il fait, ah, c'est une couleur, on s'en fout. Bah non, en fait. C'est pas pour rien que les antivirus ont tous les mêmes putains de couleurs, que les trucs d'assurance pareil, etc. C'est parce que il y a des boutons dans ton cerveau et les couleurs, les contours, les formes, ça appuie dessus. Et c'est à toi soit d'être dans le déni en mode ouais, on s'en fout. Ouais, mais si tu veux créer une marque sur le long terme, une entreprise sur le long terme, intéresse-y-toi, quoi. Moi, ce que je ferais moi, je ferais pas ce que tu fais si je devais bosser sur le branding. Je ferais un reveal business pour les agences et je séparerais les deux. C'est-à-dire que je ferais une LP pour les agences et les modèles. Ah, c'est déjà fait, ça. Ouais. Ça, c'est déjà fait. Et puis, c'est pas du tout la même UX. Okay. Par contre, la landing fans de Reveal, elle est très broad, c'est souvent celle que tu as vue, quoi. C'est reveal.me. La LP modèle agence, d'ailleurs, elle est désindexée de Google. Il faut passer par, très bien. par le compte Insta pour les trouver. Elle est beaucoup plus money-oriented, premium-oriented, etc. Donc ça, on l'a fait. Mais les gens se rendent pas compte. Mais là, en fait, ça fait 1 an et peut-être $250 000 investis quand même, tu vois. Et c'est ce que je disais, j'arrête pas de mettre des screens de mes paiements aux avocats, aux devs, parce que ça coûte une blinde de faire un truc comme ça. Et à chaque fois, mais je suis sûr que dans 3 ans, j'allais dire si ça marche, mais moi, je pense pouvoir dire quand ça marchera vraiment très, très fort, t'en auras plein qui me diront « Ah, t'as eu de la chance, t'as fait une plateforme et t'as revendu, quoi. » Ouais. Ça va, tranquille, la belle vie pendant qu'il y en a qui galèrent. Mais enculé, moi, j'ai mis $250 000 et puis j'ai mis toute ma vie en pause pendant 3 ans. Merci, tu t'es pointé de 8 à 17 et puis tu veux une médaille. Va te faire foutre, tu vois. Donc, ouais, ça me gave un peu. De toute façon, peu importe ce que tu fais, tu vas en trouver. Hein. Ouais, mais là, c'est mon premier business où je mets vraiment beaucoup de cash. Et c'est pas le même investissement, tu vois. C'est chiant de pas gagner. C'est très chiant d'investir beaucoup de ce que tu as gagné très durement auparavant et de potentiellement tout perdre, tu vois. C'est pas la même douleur. Je suis d'accord. L'aversion à la perte, c'est un gros biais cognitif à mort. Ouais, mais de toute façon, après, on le cherche un peu, tu vois. Mais non, mais bien sûr, mais je vis pour les surfroides, faut l'avouer. On serait pas entrepreneur. Non, mais bien sûr, il y a un côté aussi un peu maso où les galères, tu les aimes pas et quand c'est fini, t'es en mode c'était sympa quand même. T'es content, tu racontes et machin. Donc il y a un côté maso, tu vois. Voilà, tu fais des podcasts. Ouais, tu fais des podcasts, tu viens de vanter, on fait le connard prétentieux. Voilà, ça, c'est classique. Donc, ouais, 200. Et tu vas dépenser combien Tu vas dépenser combien au total? Ouais. Ça dépend en fait. Si tu comptes jusqu'au moment où je serai en profit, tu veux dire? Ouais, pour avoir une V1 bien finie, quoi. Franchement, notre V1, elle est bien finie depuis 3-4 mois. C'est parce que là, on choisit de faire des trucs stratégiquement clés qu'on préfère faire maintenant que dans 1 an. On pourrait les faire dans 1 an, mais je pense que ce serait un mauvais calcul. 250K, c'était bon. Là, on s'approche plus de 300K, mais les 50K mis, ils ont un retour sur investissement qui est énorme. Sur 2-3 features, c'est tout con. Mais par exemple, là, on va permettre aux formateurs ou FMIA d'inviter leurs élèves et de toucher un pourcentage sur toute leur modèle IA. Mais c'est tout con, mais c'est le genre de feature qui nous coûte 2-3K, mais en termes de ROI qui est folle. Alors que tu vas peut-être spend dans plein d'autres features qui vont avoir un ROI nul ou négligeable en tout cas. Ouais, c'est sûr que là, tu peux pas trop prévoir. Hein. Mais c'est plus plaisant, il y a plus un côté Monopoly, tu as beaucoup plus l'impression, et je pense que toi, depuis que tu es un petit peu dans les SaaS, tu dois ressentir, tu as plus une sensation de bâtir véritablement quelque chose, alors que le service, oui, d'accord, tu augmentes ton portfolio client, oui, tu fais du cash, bon, d'accord, je sais ce que c'est, mais le SaaS, tu as vraiment l'impression de bâtir. Tu poses une pierre, elle reste. Alors que quand tu fais du service ou de l'infoproduit, du contenu, tu poses une pierre, tu vois qu'elle s'enfonce, et bon, faut en mettre une autre. Elle était là pendant un temps, très bien, elle t'a rapporté, mais ça s'enfonce. Un SaaS, tu mets de l'argent, tu poses une pierre, elle reste, quoi. Et ça, c'est une sensation qui est très agréable, le côté un peu bébé, tu vois. Oui. Ça, je trouve ça génial. C'est sûr que tu auras du mal à t'en séparer. Ah ouais, ça va, ouais.
Bah, après, vu le nombre d'emmerdes que c'est, Ouais, là, ça me plaît encore, ça peut-être va dans 3-4 soulager. ans. Ça va te soulager, quoi. Mais après, tu vois, on commence déjà à mettre des process en place où il y a plein de trucs déjà qui sont complètement automatisés, dans lesquels je mets même plus le nez, quoi. Que ce soit les paiements, les factures, des trucs un peu cons. Bah, c'est automatisé, il y a quelqu'un qui gère, même le support des agences des modèles. On a toutes les questions qui reviennent, on a des réponses déjà préparées, tu vois. On sait quand il y a ce bug-là, ou qu'ils pensent qu'il y a un bug, c'est juste qu'en fait, on leur dit, bah non, c'est passionnant. Par contre, c'est vraiment passionnant, c'est extrêmement stimulant de créer un SaaS. Ok, oui, je suis d'accord avec toi. Surtout moi, ce que je kiffe, c'est l'engouement humain aussi qu'il y a dans l'équipe. Être plusieurs sur un projet, corps et âme dedans, ouais. Je comprends. Et puis t'es tous là avec des parts dans le projet, avoir mis des billes et tout, tu t'investis, machin. Je trouve ça sympa. Ok, trop bien. On a parlé de ça. Parlons d'autre chose qui a un peu plus d'actualité, on va dire court terme. C'est du coup ton business d'infoproduits dont tu m'as parlé juste avant. Parle-nous un petit peu de ce business, Manoa. Qu'est-ce que tu veux savoir? Parce que c'est vague. Bah, comment tu fais de l'argent avec ta personal brand hors Reveal? Bah, de différentes manières. Je peux t'en citer quelques-unes. Affiliation mime. J'ai une modèle qui veut se lancer et voilà, elle débute vraiment. Je vais pas forcément la lancer sur Reveal, en tout cas pour l'instant. Je vais attendre qu'elle grossisse un petit peu, que ce soit intéressant pour nous de la prendre un peu sous notre aile, entre guillemets. Donc, affiliation mime, je l'inscris via mon lien, je touche 10% de ses revenus pendant 3 ans, et c'est $1 pour elle, tu vois, c'est pris sur la commission de mime. J'ai toujours l'agence qui tourne, qui est entièrement déléguée, donc j'ai du management des management fees qui tombent tout le temps, tous les mois, sans que je fasse trop rien, parce que c'est relativement délégué. Les infoproduits, encore une fois, et c'est un très bon argument de vente aussi, c'est que moi j'ai une promesse, et je t'apprends à faire de la tuning avec de l'OFM, que ce soit de l'OFM classique, avec des modèles humains, ou de l'OFM IA ou hybride. Donc, tu mélanges l'IA et des modèles humains dont tu as l'autorisation, évidemment. Je t'apprends les deux. Tu choisis ce que tu préfères, ce avec quoi tu es le plus à l'aise, ce qui te semble le plus simple, etc. Selon qui tu es, comment tu... Bon, voilà, on s'en fout. Tu choisis ce que tu préfères, ou alors tu fais les deux. Et nous, on a intérêt à ce que tu réussisses parce qu'on te veut sur la plateforme derrière. Bah oui, mais qui a cet argument de vente sur le marché? Personne. Personne. Mais personne. Parce que... Et je le dis dans mes mails, je dis, mais les gars, vous allez chez tous les formateurs, mathématiquement, si vous réussissez, vous leur prenez des parts de marché, surtout avec l'OFMIA, tu vois. Et même si effectivement, il y a ce côté-là ils peuvent pas, les autres formateurs, manager 200 modèles, comme je l'ai dit au début, tu vas rajouter une modèle qui va prendre une part du gâteau du marché, qui va prendre du temps d'attention, qui va... contribuer à saturer un peu cette industrie, etc. Donc aucun des formateurs n'a vraiment intérêt à ce que tu fasses beaucoup d'argent. Parce qu'en plus, si tu fais beaucoup d'argent, tu vas commencer à le documenter, tu vas peut-être vendre du coaching, etc. Donc ils n'ont pas intérêt. Moi, je m'en fous, mais vendez des formations, vendez des coachings, faites de la thune avec des modèles, écrasez-moi le marché, il n'y a pas de souci. Même faites mieux que mes modèles. Parce que vous allez finir sur ma plateforme, donc, Ouais, avec ça. grand plaisir. Moi, j'ai tout intérêt à ce que vous fassiez le maximum d'argent. Et du coup, c'est génial parce que c'est un système qui s'auto-nourrit et où... les intérêts de mes clients sont alignés avec les miens à 100%. Ce qui est le cas d'aucun autre formateur dans l'industrie de facto, quoi. Okay. Et donc, ouais, il y a les deux petits infoproduits. Et pour ceux qui vraiment veulent scale jusqu'à plus de 10K de profit, ou vraiment un truc vénère qui demande quand même plus d'organisation, on a du coaching avec Gaëtan, mon associé. Et t'as des mecs que tu connais pas, qui viennent sur ta plateforme? Bah oui, là, ça commence. Là, ça commence bien depuis 1 mois. Grâce au contenu. On a vu, c'est le contenu qui a commencé à faire décoller la chose. Donc là, on est content. On commence à avoir des modèles, on ne sait pas d'où elles viennent. Et c'est agréable, en fait. Tu vois, on commence à avoir des paiements, on va dans transactions. On a un onglet transactions qui résume toutes les transactions. Et on voit quel modèle, qui a vendu quoi, pour combien, quel client, etc. Et c'est agréable, en fait. On se dit, putain, mais celle-là, on ne l'a pas onboardée, on ne lui a jamais parlé, on ne sait même pas comment elle est venue. Donc évidemment, on va lui écrire nous pour savoir comment elle a su pour prendre de la data. Mais c'est très agréable parce que là, c'est le vrai côté du SaaS, quoi. C'est que c'est automatique, ça tombe tout seul, entre guillemets. Trop bien. Trop cool. Je suis content de ce contenu. Est-ce que tu as des anecdotes croustillantes à nous raconter sur
cette aventure, on va dire La première modèle que j'ai lancée, c'était une copine de lycée, que je connaissais au lycée. Elle était majeure quand j'ai lancé, évidemment. Je n'attrapais pas ma veste, là, direct. Je voyais TikTok venir. Donc ça, c'était rigolo, parce que du coup, je me retrouvais à parler avec une ancienne camarade de classe qui m'envoyait ses nudes pour que j'ai monétise sur OnlyFans et Mime. Donc c'était ma première modèle. En plus, ça te fait tout bizarre. Tu vois, tu reçois des nudes, t'es en mode, oh, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Donc ça, c'était c'était fin 2021, je crois. Non, c'était tout début 2022, pardon. Tout début 2022. Donc ça, c'était rigolo. Sinon, sur Reveal, j'en ai pas trop parce qu'il n'y a pas vraiment de trucs drôles, c'est juste des trucs chiants. Ah si, il y a eu un truc. Récemment, il y a une semaine, là, une agence qui nous écrit et qui dit je suis vraiment déçu. On dit ok, tout le monde on prend les feedbacks. Il y a encore quelques mois, je comprenais qu'on puisse être déçu parce qu'il y avait des gros bugs, des machins, ok. Et puis on l'avait dit, on dit vous rejoignez, mais il y a des bugs, les gars. Donc si vous rejoignez, si vous nous aidez un peu à faire ça. Là, elle est beaucoup plus stable, il n'y a plus de bugs, mais il y a 3 mois, c'était pas le cas. Et du coup, il rejoint, il fait je suis vraiment déçu. Je dis qu'est-ce qu'il y a? Non, mais vous disiez sécurisé, sans bug. Je dis qu'est-ce qu'il y a? Dis-nous, tu vois, ça va bien se passer. Et il dit là, par exemple, j'ai voulu vendre un média privé. Le gars a payé et vous m'avez retiré l'argent de mon solde. Je dis on t'a pas retiré de l'argent. Et puis je vais voir. Et du coup, j'accède au compte de l'agent, je lui demande ses accès, ses machins. Je me connecte. Et je vois effectivement un solde à 0. Qu'est-ce qui se passe? Et je vais dans Transactions. Et je lui dis, mais je sais plus comment ça s'appelait. On va l'appeler Bruno, tu vois. Je fais, mais Bruno, tu vois bien qu'à côté des paiements, il y a marqué en attente. Il fait, ouais. Je fais, il n'y a pas marqué payé. Il fait, d'accord, bon, ça va alors. Bon, très bien, il repart. 10 minutes plus tard, il réécrit à la talent manager, celle qui gère les modèles et les agences. Il fait, ouais, en fait, c'est bien ce que je pensais. On se dit, oh putain. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il nous dit, en fait, ils ont pas payé et ils ont quand même eu accès au contenu. On me dit, attends, ça nous étonnerait. C'est vraiment le truc qu'on a fait en premier qui a jamais bugué de toute la vie. Tu vois, parce que c'est très simple à faire en soi. On lui dit, non, ça m'étonnerait. Et il nous dit, non, j'ai eu 3 clients qui ont pu me décrire le contenu. Et là, je commence à paniquer. Parce que je me dis, si effectivement, il y a du contenu qui passe, qui est visible sans qu'il y ait eu paiement, là, c'est très problématique. Et du coup, je commence à dire à l'équipe technique, ouais, les gars, là, il va falloir bosser. Donc, je reviens vers vous dans 5 minutes, quoi. Je me connecte au compte de l'agence, je dis, écoute, dis-moi à quel client c'est, je regarde. Et en fait, il s'était juste fait berner. Et les 3 gars n'avaient pas payé du tout, parce que c'était des mecs qui voulaient que du gratuit. Et du coup, le chatter disait ouais, du coup, tu aimes ma vidéo, nanana, pour laquelle ils n'avaient pas payé. Et le mec répondait ah ouais, j'adore bébé, machin et tout. Ils n'avaient pas du tout payé, quoi. Et en fait, l'agence était persuadée que c'était un bug de notre côté, alors que juste, il se faisait rouler dans la farine par ses clients qui étaient en mode ah, j'adore ta vidéo, elle est incroyable, parce qu'ils ne voulaient pas dépenser, que c'était des sans le sou, quoi. Donc voilà, mais sinon, les emmerdes sur Reveal, c'est des emmerdes et c'est pas forcément drôle, quoi. C'est des bugs de merde. Mais t'as eu des petites histoires marrantes, même au-delà de Reveal, genre, parce que quand même, tu dois avoir je suis sûr que t'as des histoires marrantes. T'as des trucs en tête ou pas du tout? Non, je sais pas, dans l'aventure du X, t'as forcément des histoires croustillantes à nous raconter. En fait, peut-être qu'il y a des choses, effectivement, mais moi, et c'est sérieux ce qu'il disait assez justement, c'est qu'en fait, c'est tellement devenu notre métier que pour nous, en fait, c'est très, très banal, c'est très, très normal. Et du coup, il y a peut-être plein de choses qui sont arrivées, que ce soit par message, des situations, etc., qui sont objectivement folles, mais qui pour nous, vu que c'est notre métier, on est en mode, oui, c'est arrivé, tu vois, genre des clients qui tombent amoureux, qui demandent en mariage. T'as plein de trucs qui s'en foutent, tu vois. Mais voilà, là, je viens de le dire en mode normal, mais vraiment normal, la routine, tu vois. Et les gens vont dire, attends, il y a des gens qui demandent en mariage sur OnlyFans, mais tous les jours. Mais tous les jours. Bah Nous, oui. on a peut-être, sans abuser, 3-4, sur tous nos modèles confondus, 3-4 par jour. Des demandes en mode, ouais, tu sais, je pourrais quitter ma femme pour toi. Tu vois, t'as des trucs vénères, hein. Ouais, non, ça me donne pas. Et c'est du branding, parce que tu crées une fausse image de toi, entre guillemets, au mec. Enfin, le mec se fait une fausse image de toi. En fait, de moi ou de qui? Non, de la modèle. Oui. Après, encore une fois, c'est ce que je dis souvent, c'est que le monde du X, c'est un monde qui a ses propres caractéristiques qui sont très spécifiques et où en fait l'illusion est évidemment
banale, mais surtout est admise et assez connue. C'est-à-dire que tous les gens sont en mode, mais vous avez pas honte, c'est basé sur de la tromperie, etc. J'ai envie de te dire, quand le mec va dans un club de striptease, il sait que la meuf est pas attirée par lui, il sait que la meuf le désire pas. Pourtant, au salon de striptease, il y a pas de contact, normalement, selon la loi, il n'y a pas de contact autre que de la danse, tu vois. Mais pourtant, le mec va être prêt à juste payer pour se sentir désiré. Même si c'est pas vrai, il le sait au fond de lui, mais Bien sûr. l'espace d'une demi-heure, il veut oublier parce que ça se passe pas bien avec sa femme, parce qu'il a des soucis à la maison, parce que son travail, ça le stresse, etc. Et c'est comme le mec qui va lâcher des pourboires sur Mime, sur OnlyFans, sur Reveal. En fait, il n'a pas envie de penser à ça. Il veut juste être diverti, etc. Et puis oui, on lui fait vivre une aventure, bah, très bien, quoi. Oui, parce qu'il faut comprendre, pour les gens qui écoutent et qui connaissent pas ce milieu, c'est que les gens ne viennent pas acheter en fait vraiment des photos. Ils viennent acheter une relation, ils viennent acheter une oreille attentive. Ouais. Ils viennent surtout acheter une relation avec une jolie fille parce qu'ils n'ont pas la chance de la voir dans la vraie vie. Je pense que c'est important de le préciser. Bah ouais, en fait, les gens disent souvent « Ah, t'exploites la misère sexuelle ». J'ai envie de dire non, je réponds à une misère affective, ce qui n'est pas du tout pareil, C'est tu vois. plutôt ça, ouais. En soi, tu réponds pas du tout à une misère sexuelle. Tu pourrais blâmer les sites porno, pourquoi pas, tu vois, où le mec va vraiment y aller pour se faire du bien et il y a un côté utilitariste. Sur les plateformes de contenu exclusif, il y a vraiment quelque chose d'épistolaire, de continu, de régulier, limite de sentimental. Donc on n'est pas du tout, même si la devanture est un peu, et même carrément X, nu, etc., je trouve les plateformes de contenu exclusif beaucoup plus humaines dans ce qu'elles proposent et dans ce pourquoi les clients viennent que les sites de X, par exemple. Oui, parce que oui, c'est des simples vidéos. Là, tu crées une relation. Ouais, c'est ça. Et je pense que les plateformes, et je pense que en disant ça, il y en a beaucoup qui vont pas être d'accord avec moi, mais je suis sûr que les plateformes Mime, OnlyFans, etc. font beaucoup plus de bien que de mal aux mecs qui payent, tu vois. Bien sûr. Mais parce que déjà, ça lui donne un peu d'espoir, de réconfort, d'affection, etc., qu'il n'aurait jamais autrement, dans tous les cas. Il n'aurait jamais autrement. Et moi, c'est ce que j'avais dit, ça avait fait un petit peu polémique à l'époque. Je pense que ça le fera moins maintenant parce qu'il y a une forme de phénomène d'adaptation, entre guillemets. Les gens s'habituent. Banalise. Exactement. Mais ça empêche tellement de choses extrêmement graves, Mime OnlyFans. Un mec, par exemple, qui n'a pas accès à de l'attention féminine, il peut se transformer en incel et haïr les femmes, tu vois, au fur et à mesure. S'il se fait rejeter. Alors que si un jour il tombe sur un profil Mime et qu'il discute avec elle, et que oui, il paye, mais il a de l'attention, il a de l'amour, etc., bah, on évite peut-être un mec qui va se monter le crâne tout seul pendant 3 ans chez lui en mode les femmes, c'est toutes des. Voilà, elles m'aiment pas, je les aime pas, elles méritent pas de vivre, et qui dans 3 ans va faire une connerie, tu vois. Et peut-être que, ouais, Mime OnlyFans a empêché, mais peut-être beaucoup de violences, de meurtres, de V, etc., quoi. Donc, il faut aussi voir ça. Et ça me fait beaucoup rire, les puristes, un commentaire en mode « Triste monde, triste génération ». Mais je crois que t'as pas idée de la condition moyenne de la femme il y a 200 ans, mon gars. C'est-à-dire que pareil, il y a beaucoup de modèles, c'est horrible, mais c'est la vérité, qui, si elles n'avaient pas les plateformes, seraient sur le trottoir, seraient dans des appartements un peu sordides. C'est la vérité. Bah là, elles gagnent beaucoup plus. Là, elles cotisent. Là, elles sont en sécurité. Là, personne ne les touche. Donc oui, c'est largement mieux, quoi. Et ça me fait rire les mecs, voilà, triste génération, monde perdu, voilà. Ces mecs-là, ils fantasment en fait un monde qui était en réalité peut-être 3 fois pire, quoi. Donc, je trouve ça assez hypocrite. Oui, c'est sûr. Après, de toute façon, dans tous les cas, chacun a le droit d'avoir son point de vue. Bon, je rappelle à la fin. Non, c'est mort. J'ai eu un invité qui a parlé de toi en mode non, moi je suis pas d'accord avec ce qu'il fait. C'est vrai ? Ouais. Qui ça ? Mais c'était Clément Vanier. Pas qui c'est. Ah oui, on peut en parler si tu veux une séquence buzz. Hein. Ah. Tu veux une séquence buzz ou Non, parce que pour cracher Sports Media, il y a du monde. Pour inviter La Menace, qui fait exactement pareil en pire, il y a beaucoup de monde aussi, quoi. Tu pourras biper si tu veux. Ah, le Clément. Ça fera un bon trailer. Ouais, on joue tous à ce jeu-là. C'est du branding, de toute façon. Ok, trop cool. Bah écoute, merci d'être venu. Merci, avec grand plaisir. Merci aux gens qui sont restés jusqu'à la fin. Je te laisse faire passer un petit message. Tu dis ce que tu veux. On ne censure pas ici. T'as la caméra.
Tu peux dire ce que tu veux. Avoir un petit facecam comme ça, tête à tête avec l'audience. Exactement. Mais là, t'as tes cartes blanches. Tu vois. Petit conseil business, ne prenez rien pour acquis, au sens que il y a plein de gens qui font beaucoup d'argent avec du service, de l'infoproduit, qui sont en mode je suis le roi du pétrole. On en a vu plein ces dernières années. Dubaï, 50K par mois, c'est la fiesta, machin. Le CPF a disparu, le marché s'est concurrentialisé. La TVA a été appliquée à la source sur les processeurs, ils ont disparu. Et les coûts publicitaires ont un peu augmenté, pouf, plus personne. C'est-à-dire que si vous avez un truc qui marche bien, ou si dans les prochains mois ou années, vous arrivez à faire un truc qui marche très très bien, ne prenez pas ça pour acquis. Moi, par exemple, j'ai réinvesti, je pense, un gros tiers de mes revenus dans de la private equity, dans des royalties, dans des trucs qui produisent du cash indépendamment de moi, dans Reveal, par exemple. Parce que c'est très bien les périodes où tu imprimes du cash, tu te sens invincible, tu es en mode, il n'y a aucune raison que ça ne marche plus demain. Mais des fois, ça ne marche plus demain. Et là, tu es bien content d'avoir investi une grosse partie de ton cash. Donc, faites du cash flow avec prestations de services, etc., des business assez simples à monter, infoproduits, etc. Et réinvestissez dans de la private equity, de la tech, des SaaS, etc. Même de la bourse, ça peut le faire. Vous remercierez plus tard. Voilà. Abonnez-vous. C'est bien. Et oui, c'est le moment de mettre les étoiles. Je vais faire des pubs maintenant à partir de l'épisode 20. Là, je fais des pubs tout le temps, enfin pour la chaîne. Et aussi, allez suivre Manoa si ça vous intéresse. Pour ceux que ça intéresse, c'est pertinent. Mais voilà, abonnez-vous, mettez des commentaires, mettez un max de commentaires. N'hésitez pas à débattre sous toutes les formes que vous voulez. Ça fera des commentaires, ça fera des vues. Essayez de rester poli quand même, ça serait sympa. Et puis voilà. Merci d'être resté jusqu'à la fin. C'était Manoa et Arthur Valton. Travaillez bien.